Merci beaucoup à l'ASBL EVA pour nous avoir invités aujourd'hui ici, et à Madame Lassois tout particulièrement. Alors, brièvement pour me présenter, donc moi je suis la directrice de l'EFSI, qui est une fédération européenne qui regroupe les employeurs de services à la personne, ainsi que des sociétés basées dans plusieurs États membres, qui soit fournissent directement ces services, soit fournissent des solutions qui facilitent l'accès à ces services, tels que des vouchers ou des solutions ICT. Et en fait, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats d'un projet européen qui s'appelle Impact, que nous avons mené pendant 18 mois et dont j'ai eu le plaisir d'être la coordinatrice. Alors avant d'aller plus dans le cœur du projet lui-même, je voulais d'abord préciser ce qu'on entend par PHS. Alors nous travaillons sur la notion de Personal and Household Services, donc l'acronyme PHS, qui a été en fait définie en 2012 par la Commission européenne comme les services aux personnes et au ménage, et donc comme englobant tout un large éventail d'activités qui contribuent au bien-être des familles et des personnes à domicile. Alors il est important de souligner donc que cette définition englobe à la fois des activités d'assistance et de garde, telles que donc garde d'enfants, prise en charge des personnes âgées et ce qui vous concerne particulièrement aujourd'hui, donc la prise en charge des personnes handicapées, mais aussi d'autres types d'activités, donc telles que le ménage, la cuisine et le repassage. Donc nous travaillons avec cette définition qui donc est plus large que ce dont nous avons parlé jusqu'à présent aujourd'hui. Alors la distinction entre les différents types d'activités, elle se fait généralement en fonction des destinataires des services. Donc que ce soit des services qui sont offerts à des personnes dépendantes, des personnes qui ont des besoins spécifiques, ou que ce soit des services qui sont destinés à des ménages qui, comme destination d'améliorer leur bien-être. Donc voilà. Et donc dès 1993, la Commission européenne avait donc identifié le secteur des PHS comme un secteur qui était économiquement stratégique. Alors, le secteur est confronté à de nombreux défis au sein de l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Donc, on fait face à une hausse de la demande. Donc, on a beaucoup mentionné ce matin le besoin d'aller vers une désinstitutionnalisation. Ça a pour conséquence qu'on a besoin de plus de services à domicile, de services de proximité. On a également d'autres évolutions démographiques et socio-économiques comme le vieillissement de la population qui donc nécessite un plus grand soutien pour le maintien à domicile des personnes âgées. On a aussi plus de pression sur ce que nous appelons les aidants familiaux, donc les aidants informels, puisque on sait que leur nombre va diminuer de manière conséquente jusqu'en 2050, parallèlement à la diminution de la population active. Et malheureusement, si je puis dire, un grand nombre, nos sociétés reposent beaucoup en matière d'aide aux personnes dépendantes et aux personnes en situation de handicap sur cette aide informelle fournie par les aidants familiaux. Et on a également une évolution des structures familiales avec plus de femmes sur le marché de l'emploi, avec une augmentation par exemple des familles monoparentales qui font que c'est de plus en plus difficile pour les citoyens européens de concilier à la fois leurs tâches professionnelles et leurs tâches familiales ou d'aidants. Il existe également de nombreux obstacles qui limitent l'accès au PHS. Alors, le premier des obstacles, c'est l'absence d'une offre qui soit structurée et de qualité. On fait face aussi également à une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur et ces services, ça a déjà été mentionné ce matin, sont chers et sont dans la plupart des cas inabordables si on n'a pas accès à un soutien public, si les autorités publiques n'aident pas les personnes bénéficiaires de ces services à pouvoir les acheter, y avoir accès sur le marché formel. Et c'est pour ça que l'un de nos plus grands constats, c'est que dans le secteur, dans sa globalité, on fait face à une prévalence de l'économie non déclarée, donc du travail au noir, et qui malheureusement ne fait qu'augmenter dans les pays où aucun soutien des autorités publiques n'est mis en œuvre. Donc
Cette intervention publique, elle s'impose et malheureusement, même dans les pays où elle a déjà été mise en œuvre, cette intervention publique, elle est remise en cause principalement en raison de son coût. On est dans une période d'austérité budgétaire depuis plusieurs années et il est de plus en plus difficile de pousser vers la mise en œuvre et l'adoption de ce type de mesures, ce qui est fort dommageable. Ce constat de la nécessité de mettre en œuvre ces mesures, mais aussi de la difficulté pour les États membres, les autorités, qu'elles soient nationales ou locales, de mettre en œuvre ce type de politique, principalement pour des raisons de coût, nous a mené donc à mettre en place ce projet Impact, qui a été mis en place grâce à le soutien de fonds de la Commission européenne et plus particulièrement de la Direction générale de l'emploi. Et ce projet avait donc pour objectif de créer un guide qui aurait pour but d'aider les autorités publiques à suivre les effets macroéconomiques de leurs mesures de soutien en faveur de tous ces services. L'objectif principal était vraiment d'aider les autorités publiques à analyser donc ce qu'on appelle les retombées positives directes de ces mesures. Parce que donc on a d'un côté ces autorités qui considèrent que quand elles vont mettre en place une mesure, ça va leur coûter. Déjà, il nous semble particulièrement important de considérer que ces mesures n'ont pas un coût, mais c'est un investissement. Et cet investissement a des retombées positives d'un autre côté. Alors, les premières retombées positives que nous on appelle des retombées positives directes, c'est par exemple la création d'emplois. Quand vous donnez accès à des services, vous engagez du monde, vous créez de l'emploi, donc ces personnes participent à la société, et donc c'est une retombée positive directe en matière macroéconomique. On a aussi des retombées positives indirectes, qui sont par exemple de l'ordre de la création de structures qui vont gérer le personnel auxiliaire. On a aussi par exemple des nouvelles consommations, parce qu'on a plus de personnes à l'emploi et qui donc sont plus à même de contribuer à l'économie, etc., etc. Enfin, le dernier type d'effets que nous identifions, ce sont les effets externes positifs sur le plan social. Alors c'est principalement en termes d'inclusion sociale, donc une meilleure inclusion sociale des personnes, mais aussi une amélioration de l'équilibre vie privée et professionnelle. Alors malheureusement, dans la plupart des cas, ces effets externes positifs sont très difficiles à évaluer, d'autant plus sur le plan macroéconomique. Mais donc c'est avec cet objectif qu'on a mis en place le projet. Donc très rapidement, nous étions coordinateurs du projet, donc l'EFSI. Nous avions 7 co-bénéficiaires qui nous ont aidés à mettre en œuvre ce projet, donc qui sont principalement des instituts ou des organismes de recherche issus de plusieurs pays. Donc on avait l'Italie, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suède et la République tchèque qui étaient représentés. Ce n'est pas mentionné sur le slide, mais nous avions également un conseil consultatif qui nous a aidés à chaque étape de la mise en œuvre du projet pour l'orienter. Ce conseil consultatif était composé de fonctionnaires nationaux spécialisés dans la mise en œuvre de ces politiques, donc principalement issus des ministères de l'Emploi ou des Affaires sociales. Alors, le projet, nous l'avons mis en œuvre d'octobre 2014 jusqu'en mars 2016, donc il a duré 18 mois. Donc, comme vous le voyez, sa méthodologie s'est axée autour de 7 activités, donc je ne rentrerai pas dans le détail. Et le résultat final du projet, a été la publication d'un guide. Alors, la réflexion autour du projet et pendant sa mise en œuvre aidant, le guide final est finalement un petit peu différent de ce que nous attendions, de ce que nous avions imaginé au début. Donc en fait, il est plus large que ce que nous pensions et ce guide fournit des informations et des conseils sur 3 aspects clés. D'abord sur comment soutenir et favoriser la mise en œuvre de ces politiques, avec toutes des informations sur le contexte qui doit être pris en compte. Sur aussi comment concevoir une politique adéquate par rapport aux besoins, par rapport aux objectifs politiques, et in fine sur comment suivre et évaluer les politiques mises en œuvre, pour évaluer si elles ont rempli l'objectif initial ou pas, ou comment, dans quelle mesure, etc. Donc ce guide a été conçu pour 2 publics cibles. Donc on a d'abord ciblé les autorités publiques qui sont désireuses de mettre en place une nouvelle politique, mais également les autorités publiques qui sont désireuses de concevoir d'évaluer une politique déjà existante.
Alors, de manière pratique, donc, notre guide combine différents types d'informations. On fournit donc beaucoup de données théoriques d'ordre macroéconomique, puisque c'était l'objectif initial du projet. On fournit aussi, pour illustrer les arguments qui sont avancés, des descriptions des politiques qui ont déjà été mises en œuvre, qu'on a pu nous identifier durant le projet. On a aussi créé certains outils analytiques, et ça je reviendrai dessus juste après. Et enfin, on a émis des recommandations d'ordre très général. Alors le guide est disponible en 2 formats, en version papier, j'en ai avec moi quelques copies si certains d'entre vous sont intéressés. On a aussi en fait développé un site internet qui justement propose un cheminement différent, que vous soyez une autorité publique voulant évaluer une mesure existante, ou une autorité publique désirant créer une toute nouvelle politique. Puisque donc les réflexions à mener ne sont pas, enfin les questions que doit se poser l'autorité publique ne sont pas exactement les mêmes. Et enfin, donc, ce guide est disponible en 5 langues, dont le français, ce qui est une bonne chose aujourd'hui. Alors, comment se structure ce guide? Alors, on a voulu, en fait, pour que ce soit le plus facile en termes de lecture possible, présenter les informations au moyen de questions générales. Et on a donc, comme vous voyez par le petit dessin, imaginé que c'était en fait une petite réflexion voilà, que devait en plusieurs étapes que devait conduire toute personne qui souhaitait réfléchir sur le sujet de manière vraiment exhaustive et complète. Donc dans la première partie, donc la question c'est dans quel cadre les PHS sont-ils proposés? Ben voilà, on propose une analyse du contexte, on présente quelles sont toutes les caractéristiques de ces services en termes de demande, en termes d'offres, en termes de processus décisionnels, de groupes cibles, que ce soit d'utilisateurs, de travailleurs, tout ce qui en fait va caractériser le service, quels sont les différents rôles que peuvent jouer les autorités publiques, quels sont les différents types de prestataires qui peuvent rentrer en jeu, etc. Et quelles sont donc les différentes logiques d'intervention publique. Dans un deuxième temps, on explique quels sont les différents objectifs possibles de ces politiques. Alors, dans ce cadre-là, on propose différents indicateurs qui permettent aux lecteurs de faire un bref diagnostic de leur situation nationale ou locale et qui les orienterait en fonction du diagnostic local vers un objectif qui s'imposerait de lui-même suite à ce diagnostic. En troisième partie, on explique quels sont les différents types de mesures qui existent. Alors on présente de manière assez détaillée le contexte théorique des différentes mesures qui existent, que ce soit des incitants fiscaux, que ce soit l'allocation de budget personnalisé, que ce soit par exemple des mises en place de cadres de qualité, qui sont aussi un outil public important. Et on présente on propose encore, via une série de questions que doivent se poser les décideurs politiques, un outil pour identifier les meilleurs types de mesures en fonction de l'objet de la politique et du contexte national. Alors, je tiens à souligner que l'objectif de ce guide n'est pas du tout d'être prescriptif, donc on propose juste des pistes de réflexion en donnant le contexte théorique qui permettent cette réflexion, mais en aucun cas on ne va dire cette mesure est meilleure qu'une autre. Ça n'est pas du tout l'objectif, et donc voilà. Et on propose aussi dans cette partie aussi un arbre de décision sur toutes les questions de financement, parce que donc il arrive parfois que le financement vient à manquer, mais qu'aussi on n'ait pas une vision globale des différents financements possibles. Le financement peut venir d'un ministère, il peut venir de plusieurs ministères. On peut avoir des cofinancements, on peut aussi bénéficier de l'aide, comme ça vient d'être présenté, de fonds européens pour mettre en place en tout cas des projets pilotes et pour lancer une nouvelle politique. Alors enfin, la dernière partie du guide, c'est donc comment suivre les politiques en matière de PHS. Et donc là, on a aussi développé toute une série d'indicateurs pour évaluer les résultats de cette politique, pour pouvoir être en mesure de dire ma politique a-t-elle ou non rempli les objectifs initiaux. Et donc, par exemple, si l'objectif initial c'était la création d'emplois, on propose toute une série d'indicateurs qui permettent ou non, d'évaluer si la création d'emplois a bien eu lieu là où on s'attendait qu'elle soit. On propose aussi tout un outil qui permet d'estimer le coût net de ces mesures. Donc on revient à mes propos du début, afin que
l'autorité en charge de cette politique n'ait pas qu'une vision des coûts bruts de la politique, mais qu'elle soit capable de prendre en compte toutes les retombées positives qui, au final, réduisent le coût de sa politique et en fait lui permettent d'avoir une vision plus globale et plus positive de cet investissement qui est nécessaire. Donc la dernière partie du guide, et comme j'ai déjà dépassé mon temps, je serai très rapide, ce sont des recommandations stratégiques qui en fait résument un petit peu tout ce qui est distillé tout au long du guide, et certaines ont été en fait reprises déjà ce matin. Donc la première, c'est donc quand on considère le cadre de mise en œuvre de la politique, c'est bien d'associer toutes les parties prenantes d'une politique, que ce soit dans le cadre de prestation de services, les prestataires, les autorités publiques, mais également, et bien évidemment, les utilisateurs. Un autre point qui me semble important de souligner, c'est aussi de privilégier le long terme. Nous considérons qu'il est important qu'une politique, quand elle est mise en place, qu'elle dure sur le long terme, parce que sa mise en place, elle met du temps. On met du temps généralement à l'adapter pour que elle fonctionne bien, et on fait souvent face à une certaine instabilité du cadre réglementaire qui rend les choses terriblement compliquées, que ce soit tant pour les prestataires que pour les utilisateurs, et donc il nous semble important de privilégier le long terme. Les autres recommandations, c'est comprendre le contexte et préciser les objectifs de la politique, définir la portée de la politique, donc la définir en elle-même. Donc que ça soit, par exemple, si une politique vise uniquement l'offre, c'est pas nécessairement suffisant. Il faut parfois aussi aider, soutenir la demande. Il faut que les deux soient en adéquation. On met l'accent aussi sur le prix. Pour nous, il est très important de s'assurer que le prix des services soit abordable et soit compétitif par rapport au travail au noir, puisque c'est malheureusement souvent le seul recours auquel peuvent avoir recours les personnes. Après, donc, on fait des recommandations sur ce qui est du financement des politiques. Ça, j'ai déjà mentionné. Et enfin, les deux dernières recommandations, c'est en termes de promotion de la politique. Il faut que, quand ces politiques sont mises en œuvre, on ait une connaissance, parce que c'est parfois pas toujours évident de savoir ce qui a été mis en place, de savoir comment y avoir recours. Et donc, on considère dans ces cas-là que une véritable communication est nécessaire. Et la dernière étape qui est fondamentale, c'est donc le suivi de la politique grâce à des indicateurs pour pouvoir vraiment suivre son évolution, notamment en termes de coûts et de retombées positives. Et voici, voilà.